sur la MIF, votre émission qui vous décrypte le Made in France. Bienvenue sur MIF Radio. Une émission présentée par Antonin Gisol. Bonjour à tous et bienvenue sur la MIF, l'émission qui décrypte les enjeux du Made in France du lundi au jeudi à 18h. Premier rendez-vous de cette ultime semaine et je serai votre nouveau présentateur en remplacement de Lola. Pour rappel, nos précédentes émissions sont disponibles sur YouTube et SoundCloud. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux, Insta, Twitter, Facebook, TikTok, Coqueco by ISCPA et d'aller faire un petit tour sur notre site. Alors j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu écouter le Space de mercredi soir sur Twitter. Très intéressant. Le thème c'était le French washing avec comme invité Eric Bonnet, le directeur adjoint de InZine. Vous pourrez d'ailleurs retrouver un article sur notre site internet. Pour rappel, rendez-vous jeudi pour le prochain Space sur notre compte Twitter. La semaine passée, on a fait le point sur la législation du CBD en France depuis le Conseil d'État qui s'est tenu lundi dernier, mais aussi un dossier sur le Centre spatial français à Kourou. Vous pourrez retrouver tous ces sujets sur notre chaîne YouTube et notre SoundCloud. Comme d'habitude, votre avis compte. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Aujourd'hui, pour le dossier du jour, on parlera de Machina. La voiture hydrogène peut-elle concurrencer Tesla ? Lola nous éclairera sur le sujet. La culture s'invite dans la rubrique de la semaine. Luc nous emmène au cœur du cinéma français. Emma et le Made in Région, ça commence à devenir une habitude. Elle nous fera voyager à travers le paysage français dans un instant. Aujourd'hui, bien évidemment, je suis accompagné du plus beau des Bourguignons. Luc, comment ça va ? Écoute, mon Léo, ça va très bien, d'autant plus avec une présentation aussi qualitative. Je te remercie et j'espère que mes collègues vont aussi bien que moi aujourd'hui. Et j'espère que tu as passé un très bon week-end. Il ne peut pas s'empêcher d'être gênant, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Bonjour Robin. Alors ce week-end ? Bah écoute Léo, ça va super. Je pense que tu l'as appris, mais je suis parti à l'Alpe d'Huez hier soir, enfin toute l'après-midi, et je suis rentré hier soir tard. Mais ça s'est super bien passé. Et toi, ça va ? Ça va très bien. Quel pipelette ce Robin. Tout en jogging, tout en décontraction. Lola, plus de pression d'être présentatrice ? Non, ça va, j'ai préféré léguer ma place et c'est avec plaisir si c'est toi qui présentes, Léo. Eh ben, ça me fait plaisir. En crop top, sous 3 degrés, elle seule a le secret de ses outfits improbables. Comment ça va, Emma ? Ça va très bien, merci. J'ai pas eu froid ce matin, comme d'habitude. Eh ben, incroyable. Cette semaine, on continue de recevoir l'invité de la rédac. Aujourd'hui, on accueille Maceo. Bonjour Maceo, membre du pôle vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Eh ben, ça va très bien. Tu as réalisé une vidéo sur un restaurant syrien. Alors, dis-nous tout. Oui, en effet, donc dans la rubrique que je tiens avec Thibaut en pôle vidéo, Made in France dans l'assiette, on s'intéresse en fait à des spécialités culinaires étrangères adaptées à la sauce française, comment s'adapter aux produits locaux. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour ce deuxième épisode, donc La Petite Syrienne, un restaurant syrien à Lyon, qui est tenu par Rouba et son mari qui sont arrivés de Syrie en 2016 en France et qui ont fait cette entreprise-là. Maintenant, ils se sont bien développés et ils nous ont un petit peu appris et expliqué comment ils faisaient pour adapter leurs recettes syriennes à des ingrédients de saison en France, locaux et au maximum bio. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo ? Eh bien, cette vidéo, on peut la retrouver donc, sur YouTube, sur notre site internet également, ainsi que sur Facebook. Elle est déjà en ligne là, depuis 1h de l'après-midi. Ah bah, je l'ai vue et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check la vidéo sur les réseaux. Merci beaucoup Maceo et bon courage pour cette ultime semaine. Merci beaucoup, bon courage à vous et bonne MIF. Merci. On démarre sans plus tarder. En avril 2015, Elon Musk révolutionnait le marché de l'automobile en propulsant la Tesla, une voiture 100% électrique. Place aujourd'hui à la rivale française de Tesla, la Machina de Opium. Cette nouvelle voiture hydrogène française peut-elle concurrencer l'incontournable Tesla ? Lola, dis-nous tout. Effectivement, Léo, tout le monde en a entendu parler. Elle a accéléré la transition mondiale vers une énergie durable en proposant des véhicules électriques. On parle bien évidemment de la très célèbre Tesla d'Elon Musk. Avec un design assez futuriste, son modèle de base s'élève à 43 000 €, allant jusqu'à 300 000 € pour la plus sophistiquée. Mais la Tesla ne sera pas au cœur de ce dossier, chers auditeurs, car la Tesla n'est pas française. En ce moment, nous sommes spectateurs d'un marché automobile qui est en pleine transformation. On a le droit à des voitures connectées, autonomes, munies d'intelligence artificielle ou encore de maintenance prédictive. C'est sûr, on a tous un oncle, une tante ou un cousin qui nous rabâche sans arrêt avec sa nouvelle voiture qui fait même les créneaux à sa place. Personnellement, je trouve que c'est un peu de la triche. Bref, repenser l'expérience client et tenter de révolutionner l'industrie automobile
automobile tout en respectant la planète, c'est le but de la Tesla qui propose une vision de la mobilité en rupture avec le marché. Et c'est là qu'entre en scène le sauveur français Olivier Lombard, 30 ans, pilote automobile de haut niveau. Voici l'Elon Musk français de l'hydrogène. Inspiré bien évidemment de ce modèle, il est à la tête du projet Machina, la voiture hydrogène française. Avec sa start-up Opium, un premier prototype a déjà été présenté et les premières versions industrialisées devraient arriver courant 2025. Le but de son créateur, c'est donc de lancer sa production en 2025 et atteindre le milliard de chiffre d'affaires en 2030. La Machina de Opium pourra-t-elle concurrencer la Tesla d'Elon Musk ? Ça reste à voir. Le projet est pour l'instant bien parti, étant donné que la Machina compte déjà 1000 clients potentiels en précommande. Un chiffre qui n'est malheureusement même pas comparable à l'OVNI automobile qu'est Tesla. Avec sa berline à hydrogène, le but est de réconcilier automobile, plaisir et environnement. Et en effet, pour ce qui est du plaisir, les fans de vitesse seront servis. Présentée comme la première berline hydrogène 100% française, cette voiture haut de gamme pourra rouler à plus de 200 km/h avec 500 chevaux de puissance sous le capot. De quoi délivrer de belles accélérations. Et pour ce qui est de l'autonomie, elle dépasse les 1000 km, soit l'équivalent d'un Paris-Marseille. Et ça, c'est grâce à ces 2 réservoirs d'hydrogène qui, eux, sont rechargeables en 3 minutes seulement. Et si l'on peut faire la comparaison avec Tesla, les modèles électriques d'aujourd'hui sont assez limités puisqu'il leur faut 1 heure pour les recharger et avoir une autonomie au final pas si importante que ça. Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et c'est pour cela que l'hydrogène entre en scène car elle peut atteindre aujourd'hui des performances impressionnantes. Opium compte vendre 8000 voitures par an d'ici 2030. Reste à savoir si ce beau défi se transformera en success story à la Tesla ou en feu de paille comme Hexagon Motors. Merci Lola, très bonne initiative pour les fans d'automobile. Je ne sais pas si vous avez aimé autour de la table, mais en tout cas, on en voit de plus en plus des Tesla. Donc espérons voir encore plus d'Opium dans les prochaines années. Ouais, avec plusieurs tranches de tarifs sur les Tesla, donc c'est vrai qu'on en voit de plus en plus et elles font pas de bruit et ça c'est bien. On poursuit. Alors Luc, pour la première chronique culture de la semaine de la MIF, tu voulais nous parler d'une bande-annonce française qui est sortie ce week-end et qui nous promet d'interpeller les puristes de salles obscures. Oui, tu l'as dit Léo, j'avais envie de vous parler d'un film d'une part parce que c'est un film engagé et d'autre part parce qu'il est 100% made in France et Dieu sait que ça on aime bien chez Coqueco. Raison de plus pour en écouter un extrait. Musique maestro. Substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classé comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne dit rien. Ça donne envie, hein ? Ça donne envie. Je sais pas si vous avez entendu la bande-annonce dans ce week-end autour de la table. Alors, moi, Non. pas du tout. Eh bien écoutez, je vais vous éclairer. Alors cet extrait, il est tiré du film Goliath de Frédéric Tellier, qui 4 ans après Sauver ou périr, revient derrière la caméra. Alors Goliath, vous l'aurez peut-être un peu compris, raconte l'histoire d'une jeune agricultrice, Lucie, qui va commettre l'irréparable à cause d'un produit chimique qui a rongé son quotidien. Alors ce produit chimique, il s'agit d'un désherbant, la tétrazine. Et ce scénario, il n'est pas sans rappeler le procès de Monsanto, rappelez-vous, et celui du jardinier Dwayne Johnson, qui a subi un cancer en phase terminale à cause du Roundup, et qui a d'ailleurs été dédommagé de 20 millions d'euros. Alors ici, le réalisateur français s'évertue à montrer les effets néfastes du capitalisme à travers un scandale lié à la surutilisation des pesticides et de la difficulté d'agir contre les géants de l'industrie chimique. Et pour défendre cette jeune agricultrice et plus généralement le camp des agriculteurs, on retrouve Gilles Lelouch dans le rôle d'un avocat parisien spécialiste en droit environnemental. Et dans le rôle du méchant cette fois, on retrouve Pierre Ninet, figurez-vous, lobbyiste brillant qui défend l'intérêt d'un géant de l'agrochimie. Et enfin Emmanuel Berco dans un rôle de syndicaliste qui milite activement pour les agriculteurs. Alors moi, ce film, ce teaser en tout cas, il m'a beaucoup plu parce que Pierre Ninet, bien que grand fan d'art dramatique, on l'a rarement vu évoluer dans ce registre de méchant justement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien vu sa filmographie ainsi que ses films, donc je peux vous l'assurer. Il a été héroïque dans Sauver ou périr, brillant dans le rôle d'Yves Saint-Laurent et attachant dans le thriller de Boîte Noire, mais jamais dans ce registre un peu d'homme à abattre, froid et antipathique.
Preuve que Pierre Ninet, dans le rôle des têtes d'affiche, il refuse de rentrer dans une case et il brille dans sa polyvalence. Et concernant Gilles Lelouch, on l'avait retrouvé dans Bac Nord, vous savez, dans son rôle de flic passionné et hargneux dans les quartiers nord de Marseille. Tandis que là, on le retrouve dans un rôle tout autant passionné, mais vêtu d'une robe d'avocat, donc c'est intéressant aussi. Ce thriller, il est tiré de faits réels, c'est pour ça que moi, il m'inspire. Comme dans Sauver ou périr, Frédéric Tellier, il essaye de raconter un récit à la fois crédible, froid et respectueux des faits. Alors il semblerait là aussi qu'on se trouve dans un film expérimental où rien que dans le teasing, on voit que les lobbyistes sont très attachés à leurs produits, les agriculteurs ils sont prêts à mourir pour leur vie finalement. Dans Sauver ou périr, c'était un petit peu la même chose. Alors le teaser promet une passe d'armes tendue entre le trio Gilles Lelouch, Emmanuel Berco ou encore Pierre Ninet. Et dans la vie réelle, vous inquiétez pas, les deux protagonistes masculins semblent un peu moins difficiles à concilier, puisqu'ils sont tous les deux nommés dans la catégorie des meilleurs acteurs au César 2022 pour Bac Nord et Boîte Noire. J'espère que vous les avez vus, ils sont très bons. Une œuvre engagée et courageuse donc, qui risque de se greffer à la longue liste déjà des thrillers français réussis depuis 2021, à découvrir d'urgence le 9 mars prochain. Eh ben merci Luc, c'était très complet. Très complet, très long, je m'en suis rendu compte. Mais ça m'a donné envie d'aller le voir. Et bah c'est tant mieux, c'était le but. Hein. Vous l'attendez tous, c'est l'heure de votre chronique préférée, le Made in Région. C'est pas ça Michel, c'est aberrant quoi, c'est pas un mec à... C'est l'accent. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Aujourd'hui, c'est à Emma de nous emmener quelque part en France. La semaine dernière, elle nous a fait voyager en Guyane à la découverte du centre spatial guyanais. Mais cette fois-ci, je crois bien que l'on reste en métropole. Et oui, Léo, pour mon probablement dernier Made in Région, nous allons rester en métropole. Alors aujourd'hui, je vais être un peu la Stéphane Bern de l'émission, puisque je vais vous parler des châteaux du Val-de-Loire. Le beau décor de notre histoire qui se déroule autour de ces châteaux. Connaissez-vous mon Val-de-Loire? Alors surnommé le pays des châteaux, le Val-de-Loire est doté d'un riche patrimoine architectural et historique unique. Cette région compte des dizaines de châteaux qui se situent tout le long de la Loire, à proximité de grandes villes comme Orléans, Tours ou Angers. Élégantes demeures de la Renaissance ou encore forteresses médiévales, les châteaux de la Loire vous replongent dans l'histoire de France. Leur édifice conserve le passé d'une région où rois et reines de France furent nombreux à élire domicile. Chambord, Amboise, Villandry ou Chenonceau sont probablement les premiers châteaux qui vous viennent immédiatement à l'esprit, chers auditeurs. En effet, ils sont les plus connus, mais ce ne sont pas les seuls à conserver une importante page de l'histoire française. L'organisme Val-de-Loire France a défini une liste de 23 grands sites du Val-de-Loire à absolument visiter. On y retrouve les plus prestigieux, mais également d'autres châteaux que vous connaissez peut-être moins. Il y a par exemple la forteresse royale de Chinon, qui conserve le souvenir de la rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII. On retrouve également le château de Langeais, où a eu lieu l'union d'Anne de Bretagne et Charles VIII, ce qui scella le rattachement de la Bretagne au royaume de France. Alors pour ceux qui trouvent que les visites de châteaux sont ennuyantes au premier abord, des visites ludiques et connectées peuvent être organisées. Visites en réalité augmentée, scénographie interactive et même escape games. Plusieurs châteaux proposent des énigmes passionnantes à résoudre dans ces lieux chargés d'histoire. Apprendre donc en s'amusant. Merci beaucoup Emma. Et vous nous dénichez à chaque fois des musiques, mais ce sont des pépites. C'est la spécialiste dans le domaine. Hein. Et rassurez-vous, chers auditeurs et auditrices, Emma ne remplacera pas encore Stéphane Bern. C'est l'heure du débat et aujourd'hui on parle sport à l'aube des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Robin et Lola vont débattre sur une question pour ou contre l'organisation des Jeux Olympiques en France. Qui va le plus vous convaincre? Lola, à toi l'honneur. Bah allez, si ça te va Robin. Y a pas de souci, vas-y. Bon, comme tu t'en doutes, moi je tendrais plutôt à être contre. Alors déjà, dans la période de crise économique actuelle qu'on traverse, je pense sincèrement qu'on pourrait se dispenser de dépenser 10 milliards d'euros. Et la mairie de Paris n'aura pas d'autre solution que d'augmenter l'endettement de la ville ou de faire flamber les prélèvements qui ont déjà augmenté les années précédentes. Puis il y a aussi une dimension écologique. Organiser les Jeux Olympiques, ça implique la dégradation de l'environnement avec des jardins bétonnés, des espaces boisés saccagés. Aussi, la construction des nouveaux sites et des nouvelles routes qui sont nécessaires pour les JO devrait générer de nombreux travaux dans une partie de l'agglomération parisienne. Et tout ça, ça veut dire davantage de circulation, d'engins de chantier, de poids lourds et des axes fermés. En résumé, des embouteillages en plus pour les Parisiens. Donc en bref, je pense qu'il y a d'autres choses qui méritent le déploiement d'un budget aussi important.
Eh ben, écoute Lola, j'entends tout ce que tu viens de me dire. En tout cas, de mon côté, chers auditeurs et même vous autour de la table, sachez que je ne suis pas d'accord avec Lola. Je suis absolument pour donc les Jeux Olympiques dans l'agglomération parisienne. Pour cause, après avoir accueilli les Jeux Olympiques en 1900 et en 1924, la capitale a été officiellement donc désignée ville hôte par le Comité international olympique pour 2024. Chers auditeurs et même vous autour de la table, si vous n'êtes pas convaincus, laissez-moi vous énoncer mes arguments. Sachez que tout d'abord, les Jeux Olympiques rapportent bien évidemment de l'argent. En effet, les Jeux Olympiques, c'est 5,3 milliards et 10,7 milliards d'euros des retombées économiques. Sans parler des visiteurs, sachez qu'il y en a 500 000 étrangers qui sont attendus durant les Olympiades, soit autant de consommateurs potentiels. De plus, les Jeux Olympiques ne peuvent que dynamiser la région parisienne. L'impact social et environnemental de l'organisation des Jeux sera évidemment positif. C'est du moins le défi que s'est lancé le Comité de Paris 2024. Je cite, « Les Jeux sont un magnifique accélérateur de projet », assure la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et pour couronner un petit peu le tout, sachez que les Jeux Olympiques ne peuvent faire que du bien au sport en France. Il ne faut pas penser que l'organisation des Jeux soit un simple coup de com'. Non, organiser les Jeux, c'est d'abord promouvoir le sport en lui-même. Pour rappel, sous l'œil des caméras du monde entier, c'est plus de 4,8 milliards de téléspectateurs pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Alors je vous laisse imaginer pour les Jeux Olympiques de Paris, les sportifs français auraient l'avantage du terrain. Et puis à court terme, l'effet JO pourrait aussi encourager les Français à se mettre au sport. En espérant récolter un peu plus de médailles qu'à Londres. Ah oui, effectivement. Enfin bon. Merci Robin, merci Lola. N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir en commentaire qui vous a le plus convaincu. Robin qui est pour l'organisation de ces jeux et Lola qui est contre. On attend vos réponses et vos avis, notamment sur Twitter. Place maintenant à la minute décalée. Mercredi dernier, Robin vous a partagé sa passion pour le French Cancan. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares, Robin ? Bon, eh bien, il est temps pour moi de me lancer à nouveau sur cette fameuse minute décalée. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler de chansons, comme la dernière fois, puisque bon, Léo l'a bien précisé, on a déjà fait le tour avec le French Cancan. Je ne vais pas non plus vous parler de cinéma, de mode ou de sport non plus, mais plutôt de gastronomie, à savoir la brioche pitch. Ok, bon, je reconnais, le mot gastronomie est un terme relativement fort pour représenter cette fameuse viennoiserie. Pour ceux qui ne connaissent pas Pitch, il s'agit d'une marque déposée par Brioche Pasquier. Bref, revenons à nos moutons, c'était la petite parenthèse. Hier, j'ai une nouvelle fois été sur les pistes à l'Alpe d'Huez avec des amis. Clairement, on ne va pas se plaindre, c'était absolument génial. Néanmoins, chers auditeurs et auditrices, sachez qu'hier, j'ai eu la chance de vivre un excellent moment et je pèse mes mots. Après être sorti du bus pour me rendre sur la station, le chauffeur nous a remis un pitch. Vous savez, cette fameuse petite brioche fourrée au chocolat et à la confiture. Évidemment, ou à la confiture. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'avais un sourire aussi représentatif qu'une belle banane sortie tout droit de son arbre. Mais en soi, qui n'en a jamais réclamé, sérieusement ? À la télé, au moment de la publicité, dès que j'entendais la fameuse phrase « Pitch, être un enfant, c'est du sport !» je comprenais immédiatement de quoi il s'agissait. J'avais beau être en train de faire mes devoirs, d'être sous la douche ou devant un bon jeu vidéo, il fallait absolument que je me fasse du mal à regarder cette belle brioche au chocolat qui me mettait l'eau à la bouche. J'en avais tellement réclamé à l'époque de mon père m'en acheter tout le temps, à contre-cœur bien évidemment, parce que ça commençait à faire un petit peu mal au porte-monnaie. Et à force d'en manger, j'étais persuadé que cette fameuse brioche allait m'aider à mieux faire du sport. Mais au final, je me suis trompé. J'avais plus pris du poids qu'autre chose. Enfin bref, chers auditeurs, méfiez-vous, la brioche au chocolat, c'est bien, mais à consommer avec modération. Merci Robin, c'était vachement décalé comme minute. Alors ça a duré peut-être plus d'une minute. La 2 minutes décalée. J'espère que les fans de brioche privilégient les pralines au pitch. Quand même. Alors les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette minute décalée autour de la table ? Soyez sincères. Ah, je l'ai trouvé aussi bonne que la brioche pitch, personnellement. Bravo Robin. Est-ce que tu es objectif, mon cher Luc ? Bien sûr, j'ai ri, on s'est regardé avec Lola avec beaucoup d'attention, c'était exceptionnel. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Alors moi quand même la réplique que j'ai aimée c'est j'avais la banane tout droit sortie de son arbre. Celle-là je l'ai bien aimée. C'est le seul qui trouve des expressions venues En d'ailleurs. tout cas merci Robin. Pas de soucis, c'était un plaisir. En tout cas merci Robin, merci à tous et c'est déjà la fin de cette émission. On espère qu'elle vous a plu.
On se retrouve demain à la même heure, à 18h, pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas, Coqueco ne dort jamais. Pour plus de contenu, rendez-vous sur le site web coqueco-by-scpa.com ainsi que sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. On vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon week-end, pardon. Et on vous dit une bonne semaine et on vous dit à demain sur la MIF. Allez, ciao, à demain. Bienvenue sur la MIF, votre émission qui vous décrypte le Made in France. Bienvenue sur MIF Radio.